C'est Jean-Gérald Berthet qui va nous présenter avec une étude sur le contenu d'une consultation de médecine générale et la relation avec les modes de rémunération. Donc c'est un travail qui est très très intéressant. Vous en avez fait une petite synthèse rapide, mais qui montre bien qu'en fait, dans le métier de médecin généraliste, ça s'applique aussi aux autres spécialités, il y a beaucoup de choses. C'est peut-être pas encore très bien codifié. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée de l'étude, c'est de montrer en regard quels sont les modes de rémunération. Qu'est-ce qui est rémunéré ou pas? Voilà, 5 minutes, je crois. Merci. Merci. Donc, mon exposé sera certainement moins numérique que ce matin, mais mon smartphone ne fait pas encore les sutures, donc je suis navré. Donc, le travail qu'on va vous présenter, sur lequel on a travaillé, qu'on vous présentera partiellement, mais vous l'aurez en document si vous voulez dehors. Qu'on va présenter, c'est le regard de la crise de la démographie médicale au travers donc de la profession elle-même. Un groupe de médecins libéraux s'est donc posé cette question: pourquoi y a-t-il aussi peu d'installations de jeunes médecins ou même de reprise de clientèle, alors même qu'il n'y a jamais eu autant de médecins inscrits au Conseil de l'Ordre? Pour l'instant, les différents diagnostics des acteurs institutionnels ou d'autres acteurs économiques ont mis en exergue l'organisation professionnelle, les principales raisons évoquées étant l'attractivité territoriale ou l'évolution sociologique. Les solutions apportées, souvent prises dans l'urgence ou sous la pression d'associations de patients ou de collectivités territoriales, ont été essentiellement la création de maisons de santé pluridisciplinaires en zone déficitaire et le transfert de tâches. Sans nier bien sûr l'utilité de ces transformations, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. En effet, il existe des déficits d'installation partout. Il n'y a qu'à observer les futurs déserts médicaux que seront les centres-villes. On s'est donc posé la question de savoir si ce n'était pas l'exercice libéral lui-même qui effrayait les jeunes médecins au point de ne pas s'installer. Ça nous a amené à réfléchir à notre pratique et on s'aperçoit que depuis la Convention de 72, mais surtout depuis 90, le blocage de l'augmentation des actes nous a augmenté à un temps de travail de plus en plus important, avec en corollaire des obligations d'efficience imposées par les régulateurs sur le plan médico-économique, par les patients avec la crainte juridique, mais également par les médecins eux-mêmes, dans un souci de qualité lié souvent à leur formation initiale et à leur formation continue. Le problème de 2015, c'est que les médecins ne peuvent plus augmenter leur nombre d'actes ou leur productivité pour compenser la hausse des charges. Les médecins installés, avec toujours plus d'heures et de contraintes, toujours pressés, toujours fatigués, pour prendre du recul et analyser leurs pratiques, continuent sur le même rythme. Par contre, nos jeunes confrères se montrent très réticents en faire ce modèle économique d'exercice. Un groupe de médecins installés a donc consacré plusieurs soirées afin d'analyser ces pratiques dans le détail et se poser la question: qu'est-ce qu'une consultation à 23 € en 2015 ? On a donc pris une méthode qualitative avec l'aide d'un consultant, KPMG pour le citer, qui, de façon intéressante, a appliqué les mêmes méthodes qu'il appliquait pour d'autres acteurs économiques ou de collectivités territoriales. C'est donc ce travail que va nous présenter Laurent. Donc ce travail nous apporte plusieurs constats. Tout d'abord, la hausse des charges entre 1996 et 2013. Dans cette période, le nombre de consultations pour payer les charges de fonctionnement annuelles d'un cabinet de médecine générale est passé de 699 actes à 1124 actes, ce qui représente une augmentation en euros constants de plus du double. Le deuxième constat est le paiement à l'acte. Il y a un rapport de l'ENA de 2010, la promotion Zola, qui nous fait comprendre en filigrane que le blocage de la valeur de l'acte est un avantage majeur. Il est la variable clé de la régulation de notre système de soins. En contraignant les médecins au maximum, ces derniers, pour conserver leur rémunération, sont obligés d'augmenter le volume de leurs actes, d'augmenter leur temps de travail. Et aujourd'hui, ils sont dans un engrenage infernal. Le patient devient un enjeu économique, le médecin devient un comptable. Les lois et leurs contraintes les ont écartés de ce pourquoi ils ont été formés, le soin et l'écoute. Le troisième constat est la baisse de l'attractivité de la profession. Il est le corollaire des deux premiers. Les jeunes diplômés ne veulent être ni comptables, ni faire du volume. Ils désirent avoir du temps professionnel et du temps personnel. Le quatrième constat, c'est le CDE qui le publie. En comparant les revenus des médecins libéraux, généralistes, nous constatons que les Allemands sont en tête de liste et les Français sont en fin de liste. Le dernier constat, c'est l'évolution de la consultation.
l'évolution de certains paramètres qui alourdissent nos consultations, le vieillissement de la population, la réalisation de prévention, la prise en charge des dépistages, la hausse de l'espérance de vie, l'augmentation du nombre de maladies chroniques, l'augmentation de la dépendance et l'envolée du nombre de motifs dans une seule consultation. Aujourd'hui, les médecins généralistes utilisent principalement l'acte à 23 € pour accueillir les patients, pour réaliser des examens, pour traiter des pathologies aiguës, telles les angines, des pathologies chroniques, pour les demandes multiples, assurer le suivi dossier médical, le suivi des patients, organiser la coordination, rédiger les lettres des spécialistes, se coordonner avec les aidants, gérer la relation avec les caisses maladies, les dames. Nous réalisons des actes d'urgence chirurgicale, d'urgence médicale, de psychiatrie, de traumatisme, nous faisons des conclusions diagnostiques, de la pédiatrie, de la gynécologie, et bien sûr des certificats médicaux, parce que c'est la saison. Il y a trop de choses, j'arrive pas à suivre, et pourtant c'est mon quotidien. Lorsque la tarification d'un acte est définie à l'avance, et ce, indépendamment de la qualité ou de l'importance du soin, alors cet acte est un forfait. Et pour cet acte forfaitaire à 23 €, en plus de ce qui a été présenté précédemment, les médecins généralistes prennent également en charge la prévention contre les maladies contagieuses, les maladies génétiques, la vaccination, les maladies cardiovasculaires, la sexualité, les addictions, les dépistages, l'éducation individuelle, l'éducation thérapeutique, l'hospitalisation à domicile, la gestion des rendez-vous spécialistes, urgents, nous gérons les plannings, organisons les gestions électroniques, les documents, numérisation de courrier, sérisation de comptabilité, organisation de financement des achats comptables, la cohérence, la production de feuilles de soins, les retours Noémie, la maintenance informatique et bientôt la télémédecine, ce qui nous attend dans pas longtemps. C'est beaucoup. Donc ce travail est une photo, la photo de l'activité quotidienne des médecins. Les médecins généralistes l'utilisent tout le temps, cet acte forfaitaire à 23 €. La Convention nous a donné un cadre. Et dans ce cadre-là, les médecins y ont placé une photomaton, qui est toute petite. Cette photomaton, c'est l'acte forfaitaire. Les médecins l'utilisent principalement. Or, il existe des outils pour permettre à cette photomaton d'être étirée pour remplir complètement l'intérieur du cadre. Ces outils, ce sont la NGAP avec ses actes de plus en plus nombreux, majoration complexe, le CA, le MSH, le MSI, le MNO, le MGE, le VL, le K. Il faut savoir que le CA, les médecins pourraient l'utiliser 200 fois par an. En moyenne, dans la région, c'est 1,5. Ils utilisent peu la VL, elle reste encore énigmatique, alors qu'elle n'a que 3 ans. Le CA a quand même 12 ans d'ancienneté. Le deuxième outil, c'est la CCM, avec plus de 150 actes, possiblement réalisables par un médecin généraliste. Certains médecins font encore 23 € la suture, 23 € l'urgence vitale, 23 € la prise en charge d'une dépression ou d'un test cognitif, et j'en passe. Alors que ces actes ont un tarif souvent bien supérieur. Le troisième outil, ce sont les forfaits. Avec la ROSP, on l'a vu également, dans ce que j'énumérais tout à l'heure, il y avait bien sûr de la ROSP qui était pris en charge, il n'y a pas que les 23 €. La ROSP qui n'est réalisée qu'à hauteur de 50%, qui, vu les indicateurs, est à mon avis un petit peu léger. Le forfait médecin traitant, le forfait MPA, les hémocultes, les astreintes. Mais la Convention nous impose également un acte de liberté tarifaire totale, même pour un médecin généraliste de secteur 1. Dans cette zone de liberté, il y a tous les certificats médicaux, que ce soit le sport, les assurances, la MDPH, l'APA. Les médecins remplissent ces dossiers gracieusement ou à 23 € à rembourser, alors que le tarif est libre, complètement libre. Nous sommes arrivés aujourd'hui au bout. Les médecins généralistes n'arrivent plus à suivre la cadence, ce qui leur est imposé en termes d'obligations, de normes, de rythme de travail, de charges administratives. C'est pour cela que nous devons les accompagner dans l'optimisation de leur rémunération, comme c'est déjà le cas dans les cliniques et les hôpitaux, avec les médecins DIM, qui permettent d'aider les médecins à mieux coter. Nous, aujourd'hui, on se débrouille tout seul. En cela, la Caisse doit nous aider efficacement. Mais la santé connectée évoluant de plus en plus vite, et beaucoup plus vite que les lois et que la Convention, nous allons devoir réfléchir à de nouveaux modèles économiques pour nos médecins généralistes. Merci Laurent. Vous avez pu suivre. Nous, on a du mal. Donc, comme je vous le disais en introduction, comme vous l'a montré Laurent, nous sommes au bout du bout, probablement à la fin d'un cycle. Ce modèle d'exercice de la médecine clinique libérale n'est sans doute plus pertinent pour nos jeunes confrères. Les institutions nous proposent plutôt une solution administrée dont on voit les premiers éléments, comme l'entente préalable thérapeutique ou le tiers payant généralisé, qui risque d'aggraver encore les tâches administratives. On ne voit pas non plus à l'horizon de véritable financement de ces nouvelles tâches. La profession doit donc se réformer et envisager des solutions nouvelles. Tout d'abord, comme l'a dit Laurent, une aide au changement, une optimisation de l'existant pour aider les médecins à utiliser pleinement la nomenclature. Je vous citerai l'exemple du centre de santé parisien en déficit. Il allait déposer le bilan. Ils ont nommé un
quelqu'un qui a fait à la place des médecins la cotation. Le centre est devenu bénéficiaire. La profession doit aussi imaginer des réponses non conventionnelles, certainement, à de nouvelles demandes de la santé de la population, comme on l'a vu ce matin avec les nouvelles technologies. Ce sera la seconde partie de notre travail que nous vous présenterons, j'espère, l'année prochaine. Et cette réflexion prendra la forme d'un think tank, toujours accompagné de notre consultant, s'il veut bien. Et ce think tank devra s'entourer et interroger de très nombreux témoins, on vous demandera peut-être, des experts, et devoir proposer une palette de solutions, certainement plus libérales, sur lesquelles chaque médecin pourra puiser au gré de ses goûts et de ses possibilités. Merci beaucoup. Merci. Merci.